Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel tardif, certes, mais c'est aussi le calendrier qui s'est imposé à nous. Nous sommes ici aux Amars, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Les Amars, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu solidaire. Ça veut dire que derrière moi, quand il n'y a pas le rideau noir, il y a une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, elle conduit à un accueil de jour pour accueillir près de 200 hommes isolés qui sont à la rue, qui sont dans des campements, qui sont migrants et qui viennent ici pour se reposer, pour prendre une douche, laver leur linge, prendre un petit déjeuner ou un repas chaud et surtout échanger avec une équipe sociale à leur côté qui vient les aider dans leur démarche, démarrer leur parcours d'intégration ou leur parcours de demande d'asile. À l'étage, c'est un autre accueil de jour qui vit chaque journée pour accueillir cette fois essentiellement des familles, des mamans avec des enfants. Vous entendez souvent parler de campements sur parfois le parvis de l'hôtel de ville, parfois dans les rues de Paris. Et bien, les familles qui vivent dans la rue, qui vivent dans les campements, pareil, pour se reposer, manger, aider aux devoirs aussi, prendre une douche, se soigner. Eh bien, elles ont besoin d'équipes, elles ont besoin de lieux pour le faire. Et c'est dans un accueil de jour comme celui des Amars qu'elles trouvent une équipe sociale tout entière dévouée au fait de chercher des solutions pour ces familles. Et ce qu'on appelle un tiers-lieu, eh ben, c'est le fait que autour de ces dispositifs sociaux, nous cherchons à nous ouvrir sur le quartier parce que nous sommes convaincus au sein de l'association Aurore que c'est en mélangeant les personnes, en faisant se croiser des personnes qui sinon ne se seraient jamais croisées, qu'on contribue à changer le regard sur la précarité. Et donc ce lieu il est ouvert sur l'extérieur avec un bar qui est géré par l'association Yes We Camp, des vieux compagnons de route de l'association Aurore. Et à l'étage, vous avez une vingtaine de bureaux qui sont loués à des artistes, des associations, des entrepreneurs, tout un tas de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont besoin de bureaux. Et dans l'échange, ils viennent trouver des bureaux à un tarif qu'on qualifiera de tout à fait avantageux, mais c'est aussi en échange de s'impliquer auprès des publics qui sont présents ici pour apporter un peu de savoir-faire et un peu tout simplement de chaleur humaine. Voilà ce que nous appelons les Amars. C'est l'un des nombreux tiers-lieux de l'association Aurore auquel nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Je suis Florian Guyot, le directeur général de l'association Aurore. Avant de démarrer cette table ronde sur la question de la loi immigration, quelles conséquences, quels risques pour les personnes étrangères, j'accueille ici à côté de moi Mustapha, à qui je vais passer la parole, qui est employé de l'association Aurore et qui a lui-même eu un parcours d'intégration qui pourra être évoqué dans la suite des échanges aujourd'hui. Mustapha, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps est-ce que tu es chez nous aux Amars? Qu'est-ce que tu y fais et surtout quel est ton parcours qui t'a conduit ici? Ok, je me présente, je m'appelle Zarifi Mustapha, je viens d'Afghanistan, j'ai été étudiant en droit à Kaboul. Et je suis arrivé ici en France et là, je suis interprète chez Aurore depuis 3 ans, depuis Grand Voisin. Et je traduis des langues pour les Afghans, des premiers arrivants quand ils arrivent ici, qui ne connaissent pas le système de droit d'asile. Et je lui explique tout ça. Et le fait d'être dans un accueil de jour à jour, même moi aussi, je suis arrivé, j'ai été dans la rue et je cherchais cours de français partout. Finalement, j'ai trouvé un accueil de jour, la même chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ici. Et j'ai appris bien la langue française et là, je suis interprète. Et là, même moi, j'explique le système de droit d'asile, comment ça se passe en France, parce que pour eux, c'est facilité pour apprendre la langue et d'être dans un accueil de jour. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avancer beaucoup dans notre vie. Et maintenant même, je suis employé d'Aurore et je travaille ici pour des gens qui viennent de mon pays et je lui explique toutes les choses qu'on fait ici, les démarches administratives, tout. Merci Mustapha. Le parcours depuis l'Afghanistan jusqu'en France, il a mis combien de temps et combien de temps ensuite pour arriver à avoir les papiers de manière à pouvoir travailler? Mon voyage, ça a pris 1 an depuis Afghanistan jusqu'à ici. J'ai commencé en 2016, finalement je suis arrivé en France en 2017, 1er janvier. Et après j'ai fait ma première demande d'asile ici en France le 1er janvier 2017. Ça a pris longtemps, c'était très compliqué.
Et comme je disais, le fait d'être dans un accueil de jour, on a besoin d'être dans un endroit chaud, prendre des cafés, prendre du thé. Et on peut rester pour faire des choses, même ici en France. Merci Mustapha, je te remercie de ce témoignage. Je pense que c'était important qu'on ait l'occasion de comprendre qu'un parcours c'est long et qu'un parcours c'est aussi possible. Tu parles parfaitement le français et bravo pour cela. Et tout ce chemin vers l'intégration, j'espère que tu as pu trouver l'aide dont tu avais besoin sur ce chemin. Et l'objectif de la journée, de la réunion de ce soir, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on peut, non pas faire mieux, mais éviter de faire moins bien, parce que malheureusement, c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons sans tarder, je te laisse démarrer notre échange. Et j'invite sur scène Pierre Copé, président d'Aurore, Alfred Spira. Vous êtes professeur honoraire de santé publique et d'épidémiologie à la faculté de médecine de Paris-Saclay et membre de l'Académie de médecine. Pierre Copé, tu es président de l'association Aurore. Jacques Toubon, ancien défenseur des droits et membre du conseil d'administration d'Aurore, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et il nous paraissait logique de démarrer sans plus attendre cet échange auquel il va se joindre dès qu'il arrive. Comme je le disais, nous avons souhaité lancer cette réunion et cette conférence à une heure qui n'est pas anodine. Alors 17h30 à l'origine. 17h30, c'est parce que c'était le début de la commission mixte paritaire qui se réunit pour discuter d'un projet de loi, une loi sur l'immigration, avec un certain nombre de dispositions qui nous ont conduits à monter cette conférence au même moment en se posant une question simple: quel risque pour les étrangers? Alors Pierre, plus précisément, pourquoi cette conférence? Qu'est-ce qui est en jeu à travers ce texte qui est en discussion en ce moment entre les députés et les sénateurs? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a eu envie de se réunir. J'ai un peu envie de dire que dans cette période où on parle d'appel d'air, si appel d'air il est un peu froid. Et j'en suis désolé, j'espère que vous ne prendrez pas froid. Mais on avait envie de se réunir et au fond de se réunir pour se dire ce qui nous gêne dans ce qui est en train de se passer, ce qui nous gêne dans ce qui est à l'œuvre et ce qui fait qu'au fond, on se sent réunis autour d'un certain nombre de valeurs et de principes. Nous avons clairement eu envie, tout le secteur associatif qui est fédéré au sein de la Fédération des associations d'aide sociale est mal à l'aise avec ce qui se passe et nous avons eu envie, à notre façon, de dire que nous sommes très mal à l'aise avec la tournure que prend le débat public, que nous sommes très mal à l'aise avec cette forme de surenchère qui fait remettre en question les principes élémentaires avec lesquels on vit et qui fondent notre action. Alors ces principes, je crois qu'il est bon de les rappeler. Nous croyons à l'accueil inconditionnel. Alors d'ailleurs, en fait, qu'on y croit n'a pas beaucoup d'importance, c'est la loi. Et je pense que c'est important de rappeler que l'accueil inconditionnel, c'est la loi. Et pourquoi c'est la loi? C'est la loi parce qu'on est dans un pays qui considère que c'est la norme de ne pas laisser les gens dormir dehors. Et en fait, je constate qu'on en est rendu à un point où c'est nécessaire de le dire et de le redire pour ne pas laisser place à des discours qui remettent en question des évidences aussi simples. C'est un fondement de l'action sociale. Depuis quand? Alain, tu dois savoir la date de la loi sur l'inconditionnalité. Mais tu la connais? Tout ce qu'on peut dire, c'est que la fin du délit de vagabondage qui est à discussion dans le texte, c'est 94, et donc on a l'impression qu'on revient plus de 30 ans en arrière.
Donc l'inconditionnalité de l'accueil qui consiste simplement à dire qu'on ne demande pas ses papiers à quelqu'un avant de le mettre à l'abri, il nous semble que c'est élémentaire. Et on a besoin de le redire, et on a besoin de redire qu'on est nombreux à penser ça. De la même façon, ça pour le coup, j'ai la date, c'est 99, l'aide médicale d'État. On a clairement le sentiment que c'est le bœuf à bas d'une politique sanitaire responsable que de dire qu'on ne trie pas les gens en fonction de la question de savoir s'ils ont des papiers ou s'ils ont des capacités contributives avant de les soigner. Ça relève du bon sens d'une politique sanitaire et ça relève de la base de l'humanisme qui est dans les principes de fraternité de notre système républicain. L'ordonnance sur la protection de l'enfance, et elle date de 46, Alain. Moi, j'ai un conseiller d'État au premier rang. Et je crois qu'il est très gênant aujourd'hui de remettre en cause les bases sur lesquelles se sont construites toutes les politiques publiques de protection de l'enfance. Et donc nous avons besoin de le dire, et nous avons besoin de dire que ça fait partie de la base du pacte social, ça fait partie de la base sur laquelle se construit l'action d'une association comme la nôtre et nos associations sœurs, qui sont l'ensemble des associations fédérées au sein de la FAS. Et donc nous avons besoin de dire que tout ça, ça n'est pas du militantisme échevelé, c'est les bases de ce qui a construit la cohérence et la déclinaison des principes, du principe de fraternité et des valeurs humanistes qui nous réunissent. On a besoin de dire ça, on a besoin de le redire, on a besoin de le répéter, et on éprouve le besoin de dire que la politique migratoire n'a pas besoin de passer par la caricature de ses principes pour se construire et pour se définir. Je vais le dire de manière extrêmement ferme, moi je n'ai pas de problème à ce que l'État ait une politique migratoire, et je n'ai pas de problème à ce que la politique migratoire soit restrictive. Pour une raison ou pour une autre, ça n'est pas le débat. Le débat, c'est que nous considérons inacceptable de faire comme principal levier de la politique migratoire le fait de décourager les migrants au nom du principe absurde de l'appel d'air, et le fait de rendre la vie impossible aux migrants, et le fait de considérer implicitement que parce que la vie sera déshumanisée et impossible pour les migrants, alors la politique migratoire sera plus efficace. C'est faux, c'est absurde et c'est déshonorant. Et ça nous place, nous, associations, dans des situations qui sont totalement intenables. C'est absurde et c'est déshonorant, et je crois aussi que ça dégrade le débat public parce que ça caricature des réalités qui n'ont rien à voir avec ce que nous rencontrons. Et je remercie Florian d'avoir commencé ce débat en présentant un exemple parmi 1000 ou parmi 100 000 de personnes accueillies à Aurore et qui a eu un parcours d'intégration. Et je remercie les équipes de la com d'Aurore d'avoir mis sur les réseaux sociaux des parcours et des exemples d'intégration réussie. On éprouve le besoin de le faire parce qu'à force de caricature, on déshumanise complètement les personnes concernées, et à force de caricature, on fait perdre tout son sens ou par l'apparence du discours sur le travail que nous faisons. Et donc nous avons simplement besoin de redire les valeurs, l'accueil inconditionnel, l'aide médicale, la protection de l'enfance. Nous avons besoin de dire que nous ne sommes pas des militants échevelés, mais que nous demandons simplement le respect de la loi. Nous demandons également que les personnes accueillies soient regardées comme des personnes et pas comme des caricatures du débat public, soient regardées comme des personnes dans leur humanité, dans leur dignité et dans le respect qu'appelle cette dignité. C'est un peu étonnant d'en être rendu à devoir dire des choses comme ça aujourd'hui, mais fondamentalement, je crois que c'est la base de ce qui nous réunit,
et qu'il est devenu nécessaire de dire les choses. C'est pour ça qu'on s'est dit jeudi ou vendredi, je ne sais plus, qu'il fallait qu'on organise cette réunion. Et comme la CMP n'en finit pas de faire de la cuisine politique, nous aurons fini avant et donc peut-être qu'ils nous entendront. En tout cas, on l'espère et on est là pour ça. Alors justement, si on rentre dans le vif du sujet et dans le concret, une partie des échanges se concentre sur la suppression de l'aide médicale d'État et son remplacement par une aide médicale d'urgence qui en restreindrait considérablement le champ. Pour aller plus loin, d'ailleurs, le Sénat sur les questions de santé ne s'arrête pas là, puisqu'il vise à restreindre les conditions d'accès à un titre de séjour pour soins. Il vise aussi à mettre fin immédiatement à la prise en charge médicale pour les frais de santé si la demande d'asile est rejetée. Alors concrètement, professeur Spira, quelles conséquences ces choix auraient en matière de santé publique, notamment en matière de prévention, tout simplement sur les urgences hospitalières, mais plus largement sur le système de santé, les mesures dont on est en train de parler, quelles conséquences sur le système de santé ? Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre invitation et merci pour votre initiative. Je dois dire que je regarde avec un œil extraordinairement curieux mais inquiet ce qui est en train de se passer. On marche cul par-dessus tête. En tout cas, pour le sujet que vous venez de soulever, pour lequel vous m'avez demandé de venir. On vit dans un état social. La République est sociale, laïque, j'ai oublié les autres adjectifs, indivisible. Donc elle est d'abord sociale, c'est le premier mot, je crois, qui figure dans la définition de la République. Je ne suis pas conseiller d'État, mais je lis les bons textes. On vit dans une République sociale. Les plus anciens, je suis peut-être le plus vieux dans la salle ou un des plus vieux, se souvenaient peut-être ou avaient peut-être entendu parler par leurs parents de ce qui s'appelait l'aide médicale gratuite, qu'on a hérité du 19e siècle, en fait, de la révolution de 48 et du développement de la misère au moment de l'industrialisation. On avait des dispositifs qui valent ce qu'ils valent, qui ne sont jamais parfaits, bien entendu, mais qui existaient. Et on a, comme vous l'avez rappelé, en 99, peut-être commis la première... le mot qui me vient à la tête, c'est connerie, je suis désolé. Quand on a créé la CMU, on ne savait pas où mettre les pauvres qui n'allaient pas payer de cotisation, qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de papier. Et alors on a créé cette niche, l'aide médicale d'État. Je suis désolé d'employer un gros mot parce que la personne qui était à l'origine de ça, enfin les personnes qui étaient à l'origine de ça étaient Lionel Jospin et Martine Aubry. Et elles méritent plus que mon respect en tout cas. L'aide médicale d'État a été mise en place, elle existe. C'est monstrueux, ça coûte 1 milliard d'euros par an pour un budget de la santé qui est quelque part entre 200 et 250 milliards d'euros par an. C'est-à-dire c'est moins de 0,5% du budget de la santé. En plus, on ne la fait pas payer directement par la solidarité de l'assurance maladie, mais on la fait payer par l'État. Donc, elle est complètement à côté. Pourquoi cette aide médicale d'État ? Parce que, je m'excuse, je vais dire des banalités pour la plupart d'entre vous, mais je crois que c'est important pour camper le décor. Parce que les personnes qui quittent leur pays, qui font le choix de l'exil, qui voyagent, qui passent chez nous ou qui arrivent chez nous et qui ont envie de rester chez nous, quelles que soient les raisons, elles ont à peu près tout perdu dans leur voyage, sauf leur corps, sauf leur cerveau. Et donc leur santé, et dans tous les cas, quelle que soit leur situation,
le dernier bien qu'il leur reste, le dernier capital, ce capital santé cher à Bourdieu, représente leurs ressources à venir pour construire une nouvelle vie et pour vivre à nouveau. Donc, cette santé qui a été bien abîmée par leur parcours migratoire le plus souvent, il faut la préserver, il faut prévenir sa dégradation. Heureusement, comme on le sait tous, les personnes qui s'exilent, qui voyagent, qui arrivent jusque chez nous, sont des personnes très majoritairement agiles, en bonne santé, jeunes, intelligentes, débrouillardes. Si elles ne l'étaient pas d'ailleurs, elles n'auraient pas décidé de partir, elles n'auraient pas pu partir, elles n'auraient pas pu faire leur voyage, elles n'auraient pas pu arriver jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle, dans mon langage d'épidémiologiste, l'effet des migrants en bonne santé. Mais cette santé, il est très facile de prendre des mesures pour arrêter de la protéger, pour la détruire. On pourrait par exemple exclure à l'arrivée toutes les personnes porteuses de maladies. C'est relativement facile. Il y a des pays où ça a été fait. Ça n'est pas dans la tradition française. On pourrait supprimer la prévention pour les maladies dont le dépistage est extrêmement simple, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, éventuellement certains cancers débutants. On ne l'a pas fait. On a mis en place des dispositifs pour s'occuper de ces personnes. On pourrait ne pas les accompagner du tout, ne pas les accueillir comme vous le faites ici, comme on le fait dans des milliers d'endroits dans ce pays, et attendre que leur santé mentale se dégrade, qu'elles sombrent dans la dépression, qu'elles se suicident, pourquoi pas. Eh bien, on ne l'a pas fait et on a des dispositifs qui existent. Donc, on aurait pu faire tout ça. On ne l'a pas fait, et puis voilà que le gouvernement se met à le faire à l'heure actuelle. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, en 2023, est-il nécessaire de mettre à bas un dispositif qui existe, qui est loin d'être parfait, mais qui a en tout cas le mérite d'exister, qui ne nous différencie pas tellement de nos voisins dans tous les pays européens. Il existe des dispositifs qui sont pour peu ou prou les mêmes. Alors M. Darmanin nous dit « Moi je fais un projet de loi pour protéger les Français ». Mais en quoi la santé des exilés présents sur le territoire national est-elle une menace pour les Français ? Leur mauvaise santé serait une menace. S'ils sont porteurs de maladies contagieuses, ils risquent de nous contaminer tous. Mais on a des dispositifs pour faire des diagnostics précoces et des prises en charge. S'ils ont des troubles mentaux, ils pourraient devenir un danger. Exceptionnellement, ils le deviennent, comme les gens qui résident habituellement dans ce pays d'ailleurs. Pas plus, pas moins. Mais on a des dispositifs pour les accompagner et pour les prendre en charge. Donc pourquoi, en décembre 2023, est-il nécessaire de mettre à bas un tel dispositif? Et puis le mettre à bas comment? Par des moyens quand même qui sont complètement anachroniques et incompréhensibles. J'ai fait beaucoup d'efforts. Vous m'avez contacté vendredi matin et j'ai fait énormément d'efforts pour essayer de répondre à cette question de pourquoi. Et je n'ai pas réussi. Par exemple, on veut instituer une aide médicale d'urgence. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les urgences? Comment on sait qu'une maladie et la prise en charge d'une maladie est quelque chose d'urgent? Pour savoir si c'est urgent, il faut qu'un professionnel de santé, un médecin, un infirmier, une infirmière, une sage-femme, exerce son métier, examine la personne. Pensez-vous qu'un professionnel de santé qui va faire... Bonjour. Bonsoir Jacques Thomont. Pensez-vous qu'un professionnel de santé, faisant un diagnostic d'urgence, va dire « Mon brave, c'est urgent, mais pas tant que ça. Vaquez à vos occupations. » Non, à partir du moment où il a commencé son travail,
le code de déontologie, le serment d'Hippocrate, le code de la santé publique, et sa conscience tout simplement, lui impose d'agir et de prendre en charge. Si on ne prend pas en charge, qu'est-ce qui se passe? Si je diagnostique une hypertension artérielle, est-ce que je vais attendre que la personne fasse un accident vasculaire cérébral pour le prendre en charge? Si je diagnostique une hyperglycémie, un diabète, est-ce que je vais attendre que la personne fasse un coma diabétique alors qu'il existe des traitements, des médicaments ou des injections d'insuline qui vont lui permettre de sortir de ce mauvais pas? Donc, supprimer l'AME et la remplacer par l'AMU, ça serait surcharger le système hospitalier. Tout ce qui resterait à cette personne, c'est les urgences dont on sait tous, parce qu'on est tous amenés à les fréquenter, qu'elles vont parfaitement bien, qu'il n'y a aucune attente, que le personnel n'est pas surchargé et que les moyens sont suffisants. Donc on est dans une situation aberrante. Je vais accélérer un peu maintenant que nos hôtes sont arrivés. Je termine je vous en prie. Ce petit point. On nous propose de supprimer l'AME pour les personnes dont la demande d'asile est rejetée ou les personnes qui ont une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes? Ce n'est pas parce qu'elles ont une OQTF qu'elles vont quitter le territoire français dans le mois qui suit. On sait bien entendu que 90% d'entre elles vont rester, vont travailler, vont vivre. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller à l'hôpital. Elles vont être prises en charge par le système associatif, par le système caritatif. Et donc, on va continuer, bien entendu, à les prendre en charge. Et donc, on ne pourra pas respecter cette réglementation. De la même façon qu'encore une fois, le personnel de santé qui sera confronté à ça ne va pas respecter cette nouvelle réglementation, parce qu'elle est contraire à tous les principes de la médecine, à tous les principes de la santé. Et puis, dernier point que je voudrais soulever, c'est que dans ce projet de loi, il existe une disposition qui vise à supprimer la condition d'obtention du statut d'étranger malade pour les personnes venant d'un pays dans lequel un traitement n'est pas accessible. Ils sont malades, ils viennent d'un pays dans lequel le traitement pour leur maladie aujourd'hui n'est pas accessible. Eh bien, on nous propose de transformer ça en décidant de pouvoir leur donner le bénéfice du statut d'étranger malade si le traitement n'est pas disponible. Entre accessibilité et disponibilité, il existe une marge. Je prends un exemple qui n'est absolument pas caricatural. Un homme gay venant d'un pays d'Afrique subsaharienne et infecté par le VIH a les plus grandes chances de ne pas avoir accès à un traitement préventif de transmission de son infection, qui s'appelle la PrEP, qui est disponible dans de nombreux pays, mais inaccessible pour les personnes qui ont l'orientation sexuelle pour laquelle ce traitement a été mis au point. C'est l'exemple extrême, et ce n'est pas le seul pays dans lequel ça existe. Donc, juste pour résumer, excusez-moi, j'ai été long, mais je voulais faire passer le temps aussi. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire, surtout. On est devant un système, devant une proposition qui est abracadabrante, qui n'a aucun fondement sanitaire, médical et encore moins scientifique, et qu'on veut nous faire passer pour un instrument de protection, ce qui est un mensonge. Merci, professeur Spira. Si on poursuit sur cette idée que vous tirez, qui consiste à dire qu'il y a des dispositions présentées comme des dispositions d'ordre, mais qui finalement créent du désordre. Jacques Toubon, si on prend l'exemple de la régularisation qui était évoquée au cœur de ce texte. Aujourd'hui, si on revient sur ce sujet, de nombreux étrangers se trouvent d'une certaine manière coincés dans l'hébergement d'urgence.
ils n'ont pas d'autre lieu pour aller, puisqu'ils n'ont pas accès ni au travail ni au logement. C'est leur statut d'étranger non régularisé qui génère cela. D'un autre côté, on a un ministre de l'Industrie qui dit que pour que l'industrie se développe, il y a des métiers en tension, il y a nécessité d'employer des gens. Et donc, on a l'impression que en freinant les régularisations, on empêche le développement économique du pays et on coûte, parce que l'hébergement coûte cher, et on empêche à des personnes de progresser dans leur parcours d'intégration. Donc, d'une certaine manière, il y a une mesure qui est présentée comme une mesure d'ordre qui génère de mains aspects du désordre. Mais si on prend ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut expliquer le conflit de valeurs qui fait qu'une décision politique semble inefficace budgétairement, socialement, économiquement, mais elle est pourtant prise pour des raisons politiques? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société d'une certaine manière? Merci. Mes excuses d'abord, mais j'essaye, malgré mon grand âge, de continuer à travailler un peu, et en tout cas d'être au service d'un certain nombre de gens. Et ça a pris un peu plus longtemps. C'est ce qui était prévu, notamment parce que c'est en plus de l'autre côté de Paris. Donc, pardonnez-moi de ne pas avoir été là. Moi, je veux simplement réagir. Je voudrais juste faire une remarque. Je voudrais faire une remarque au préalable. C'est que Jacques est le plus ancien administrateur de l'association Aurore. Oui. J'ai été coopté au conseil d'administration de Aurore au début des années 80 comme élu du 15e arrondissement. Voilà. J'ai fait du chemin dans tous les sens. À une époque où même François Hollande n'avait pas encore détecté oui, François Hollande, il ne connaissait ni Aurore ni le reste. Bon, Monsieur le Président, donc je le dis notamment à vous, moi, dans cette affaire, depuis un an, enfin depuis qu'on parle d'une loi sur l'immigration, je dis à qui veut l'entendre que cette loi sera au mieux inutile et plus exactement néfaste. Et nous y sommes en plein, puisqu'on s'est obstiné à faire une loi alors qu'il n'y en a pas besoin et qu'on pouvait régler par des mesures réglementaires ou des mesures administratives les situations qu'il fallait régler, les situations de régularisation notamment qu'il fallait régler, les situations de pérennisation qu'il fallait régler, et néfaste parce que, bien entendu, plus le temps avance, plus le débat est sans pitié, c'est-à-dire personne n'écoute les arguments de l'autre, que la majorité de l'opinion, on le sait très bien, est pour que nous serrions la vis le plus possible, en tout cas en faisant des moulinets avec les bras, c'est-à-dire en votant des textes, sans garantir qu'ils seront efficaces, mais parce que ça fait plaisir à l'opinion publique. Donc, à tous égards, ce texte se révèle, ce que j'ai dit moi depuis le début, inutile et néfaste. Et en particulier, dans tout ce qui cherche à prendre en compte la situation de personnes qui sont là, en situation précaire, irrégulière, et qui devraient bénéficier de mesures de pérennisation et de régularisation, et pour lesquelles la loi, dans son état primitif, et aujourd'hui, après tous les serrages de vis auxquels a donné lieu la discussion entre l'Assemblée et le Sénat, d'abord le texte du Sénat, et puis ensuite, maintenant, la volonté de faire voter la droite à l'Assemblée et donc de lui offrir ce qu'elle demande, c'est-à-dire des restrictions, on se retrouve avec un texte qui est, du point de vue de la pérennisation des personnes qui devraient rester en France et qui devra donc être d'une manière ou d'une autre, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc., régularisé, est un texte qui est de moins en moins bon, de moins en moins efficace. C'est-à-dire que c'est ça le côté absolument pervers de cette procédure politique, c'est qu'on va aboutir à un texte qui sera
encore bien plus restrictif que ce qu'il était lorsqu'il est sorti des chaudrons gouvernementaux, lorsqu'il est sorti du Sénat. On a aujourd'hui un accord politique qui se dessine, sur le dos, naturellement, des personnes étrangères, et qui consiste à renforcer les possibilités qui existent de les rendre précaires. C'est-à-dire, non pas de les rejeter à la mer, ça n'existe pas, c'est pas vrai, ou dans la Loire, ou dans la Seine, mais tout simplement de les maintenir dans notre pays en situation irrégulière et précaire, c'est-à-dire le contraire de ce que on prétendait que cette loi voulait faire. Voilà, je dis ça sans entrer dans les détails, mais c'est vraiment un exemple fabuleux de ceux qui veulent prendre des dispositions contre les étrangers ont de plus en plus satisfaction, et ceux qui veulent le contraire, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Voilà. Et le résultat, c'est que ceux qui veulent soutenir la situation des étrangers pour les maintenir dans notre pays ont fini par, dans la procédure parlementaire, donner raison à ceux qui, au contraire, ne les veulent pas. D'ailleurs, on l'a bien vu, lorsqu'on a fini par faire ce qui était quand même le plus extraordinaire lundi dernier, cette espèce de vote entre les trois groupes qui voulaient sur le texte trois choses absolument différentes et qui ont, pour le signifier, rejeté le texte. Mais en fait, ça signifie très bien, et nous y sommes aujourd'hui, que ceux qui veulent protéger la situation des étrangers sont passés sous les fourches codines de ceux qui veulent le contraire. C'est ça la réalité de ce et que donc véritablement, c'est pour ça que je dis qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, parce que je pense qu'il existe au sein du gouvernement et au sein de la majorité minoritaire que nous avons aujourd'hui, plein de gens qui veulent protéger ces étrangers. Eh bien, ils vont finir par voter ce soir ou demain ou à la fin de la semaine un texte qui dit le contraire. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour les rendre conscients de leurs bêtises, ça sera bien, mais c'est très tard, parce que nous sommes, compte tenu des procédures, nous sommes donc déjà maintenant, comme vous l'avez vu, en commission mixte paritaire, demain, et que là, les marges de manœuvre sont extrêmement petites. Je crains fort, donc, on aboutisse à un texte. Alors, naturellement, attendons éventuellement que le Conseil constitutionnel fasse prévaloir des principes qui sont dans notre Constitution et que certaines dispositions du texte sont en train allègrement de violer. Mais c'est vraiment une attitude irresponsable que de dire le politique fait n'importe quoi et on demandera au Conseil constitutionnel de l'empêcher de nuire. Moi, je voudrais, en écho à ça, dire simplement que dans ce contexte, notre responsabilité à nous, associations qui accueillons des personnes à la rue et qui accueillons des migrants, notre responsabilité, c'est de ne pas laisser l'invisibilisation des personnes concernées installer la déshumanisation qui va avec. Et notre responsabilité, qui est un exercice difficile dans le contexte totalement caricatural dans lequel nous sommes, notre responsabilité, c'est de redire les choses élémentaires qui nous mobilisent, c'est-à-dire le respect de la personne, le respect de la dignité de la personne, le refus de laisser les gens à la rue, le refus de ne pas soigner les gens, la protection de l'enfance. Toutes ces choses élémentaires et tout ce que nous arrivons à montrer à travers les personnes que nous accueillons, qui sont des personnes, tout ce que nous arrivons à faire pour redonner leur humanité aux personnes qui sont stigmatisées et pour empêcher l'invisibilisation des personnes concernées est utile. C'est en dehors du jeu politique, ça n'est pas nécessairement en dehors du jeu. L'association, elle a un grand rôle dans le jeu politique, c'est celui de faire scandale. C'est-à-dire, au moment où on ne veut pas voir, où on veut faire semblant, de dire « Ah ben non,
Moi, je vous montre où ils sont. Je vous dis qui ils sont, etc. Et c'est ce scandale qui prend un témoin politique et qui l'oblige à prendre... c'est ça le rôle de l'association, qui n'est pas un rôle politique, mais qui est de faire scandale. Avec des jolis parcours réussis que nous mettons en valeur depuis la fin de la semaine, parce qu'il y a aussi la possibilité de s'intégrer, de réussir son parcours. C'est ce que nous avons vu avec Mustapha, avec lequel nous avons introduit cette table ronde. Et plutôt que de le cacher, on est fiers de le montrer. Pierre, tu parlais dans le début de ton propos du fait que ce n'est pas en rendant la vie impossible aux migrants qu'on désincitera les arrivées. Est-ce que, à travers ce que tu disais sur notre rôle à nous, association, ici on est dans un tiers-lieu où on s'ouvre sur l'extérieur, comment est-ce qu'on peut éviter de jouer sur les peurs? Quelles propositions on pourrait faire pour renverser la mécanique, renverser le raisonnement en disant que ce n'est pas des boucs émissaires qu'il nous faut, c'est créer de la confiance? Quelles propositions, chacun, je vais vous poser la même question, comment est-ce qu'on se sort de ce débat actuel et quelles propositions pourrions-nous faire pour recréer de la confiance et recréer du lien? Oui, je pense que ça nécessite de la modération, de l'opiniâtreté, de la constance, dans le fait simplement de refuser l'invisibilisation et dans le désir de montrer l'humanité des personnes concernées. Ça nécessite aussi beaucoup d'efforts pour aller chercher dans le tumulte médiatique et dans le tumulte politique des exemples ou des illustrations qui sont nécessairement plus compliquées que ce que la caricature donne à voir au quotidien. Moi, j'ai été profondément heurté par le discours qui a tenu le devant de la scène politique pendant plusieurs jours sur les immigrés qui venaient se faire recoller les oreilles en chirurgie esthétique à Paris. Comment on peut laisser dire des choses aussi absurdes? Voilà, ça fait partie. Merci. Vous avez eu le temps de vous exprimer, professeur, et ça fait partie de la difficulté de notre exercice que de ne pas tomber dans la caricature que nous impose de fait la radicalisation de la vie politique. Alors, professeur Spira, quelles mesures, quelles solutions, quelles préconisations pour recréer de la confiance et recréer du lien? Oui, merci beaucoup. Juste deux choses, très rapidement. D'abord, vous l'avez rappelé, il se trouve, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, moi je suis médecin bénévole, un médecin du monde. La raison pour laquelle nous agissons, c'est pour un accueil inconditionnel et digne. C'est ça l'humanité, et l'humanitarisme, c'est de considérer que les personnes qui arrivent, c'est nous qui arrivons. Et nous sommes tous théoriquement égaux avec de très grandes différences et de très grandes inégalités. Il se trouve qu'on a la chance en France, je répète ce que j'ai dit, mais d'avoir un système de protection sociale extrêmement ancien, qui est loin d'être parfait, qui coûte extrêmement cher, et tout ce qu'on veut, et qui nous protège tous et toutes. La sécurité sociale, la protection universelle maladie, ainsi qu'elle s'est nommée pendant que Marisol Touraine était ministre. Cette protection universelle maladie est un processus destiné à des femmes et des hommes qui souffrent, comme nous souffrons tous, nous sommes tous l'objet de dysfonctionnement. Il n'y a aucune raison que l'accueil inconditionnel ne signifie pas la PUMA pour toutes et pour tous. C'est largement possible. Ça a un coût nul par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle. La dépense de santé, nulle. La dépense de santé des personnes qui bénéficient de l'aide médicale de l'État est de 500 € par an inférieure à celle de la dépense de santé d'un assuré social lambda. Inférieure parce que ces personnes sont plus jeunes et la moitié d'entre elles n'ont pas l'aide médicale de l'État. Donc l'accès à la PUMA pour toutes et pour tous, j'appartiens, vous l'avez rappelé, à une institution qui n'est pas franchement révolutionnaire.
l'Académie nationale de médecine. Et la revendication de l'Académie nationale de médecine, on s'était rencontrés là, M. Toubon, en discutant exactement du sujet dont je parle à l'heure actuelle. La revendication est l'intégration de l'aide médicale d'État dans la protection universelle maladie et l'automaticité de l'attribution immédiate des droits sociaux. On a des systèmes d'information qui marchent très bien pour savoir si les personnes ont laissé leurs empreintes digitales à Lampedusa ou à l'île de Lesbos. On a quand même les moyens de savoir qu'elles existent, elles sont là, et elles ont droit à une protection universelle maladie. Merci professeur. Jacques Toubon, une proposition pour recréer la confiance. Moi je fais une réponse qui va vous paraître décalée. Moi je réponds par l'histoire. Et quand même, comme chacun sait, les Français sont toujours férus d'histoire. Et je pense que, pour une fois, il faudrait leur enseigner une histoire qui est une partie tout à fait considérable, depuis 2 siècles, et peut-être même depuis encore plus longtemps, de l'histoire de la France et des Français. C'est l'histoire de l'immigration en France. De l'autre côté de la Seine, à côté du bois de Vincennes, dans le palais de la Porte Dorée, il y a un musée que j'ai créé sur ce sujet. J'étais encore hier après-midi. Et on vous raconte comment, depuis le début du XIXe siècle en particulier, la France et les Français, c'est l'un dans l'autre, toutes générations confondues, 25% de personnes qui sont arrivées dans notre pays sans être français. Et aujourd'hui, notre population est faite comme ça. Nos 68 millions, c'est ça. Cette histoire de l'immigration, elle est inhérente à l'histoire de France. Il y a 2 pays dans le monde qui sont des pays d'immigration, les États-Unis et la France, au long de l'histoire et au long des 150 dernières années. Et cette immigration a constitué, pour diverses raisons, un appui formidable à la prospérité, à la réussite, à la force de la France, sur tous les terrains, et pas seulement les terrains de football, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et je pense que travailler là-dessus, utiliser ce qui existe, ce musée qui est là-bas, un bouquin qu'on a sorti il y a quelque temps, les 100 mots de l'histoire de l'immigration. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour développer dans les programmes scolaires à tous les niveaux cette partie de l'histoire de France, qui est une partie essentielle de l'histoire de France. Quand on raconte l'histoire de la France, il faut raconter aussi l'histoire de ceux qui, quand ils sont arrivés dans notre pays, n'étaient pas français, qui le sont devenus 10 ans, 20 ans, 50 ans après, qui ont gagné les 2 guerres mondiales, et en particulier la deuxième, avec tous les autres Français, alors que souvent ils ne l'étaient pas, et qui, donc, font que la France est aujourd'hui la France. Et quand je dis la réponse de l'histoire, c'est parce que l'histoire, c'est quelque chose que vous ne refaites pas. Nous avons été fabriqués comme ça. L'histoire nous le montre aujourd'hui. Voilà, je dis que ma réponse, c'est ça. Et il faut bien comprendre que la France ne serait pas ce qu'elle est, les Français ne seraient pas ce qu'ils sont, sans, encore une fois, ce quart de population, globalement, qui, quand elle est arrivée sur le territoire de l'Hexagone, n'était pas française, d'où qu'elle vienne d'ailleurs. Voilà, ma réponse, c'est... Et comme on aime beaucoup l'histoire, comme on peut l'enseigner, comme on peut en faire des films, comme on peut la diffuser de toutes les manières possibles, je crois beaucoup à l'efficacité de ça. Et pas à cette espèce d'invention qui est qu'aujourd'hui, parce qu'il
il y a des hommes et des femmes politiques qui sont totalement irresponsables, en attendant que le Front National mette de l'ordre dans tout ça. C'est ça qui est sous-entendu. Hein. Bon. Et que ce sont eux qui ont inventé de faire venir des étrangers. Non, encore une fois, en 1820 et en 1830, sous Charles X, ça commençait déjà, c'était des Allemands qui étaient des pauvres paysans allemands qui sont venus en France parce qu'ils y trouvaient ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, c'est-à-dire à bouffer. Merci beaucoup, Jacques Toubon. Je voudrais... Merci à tous les deux. Je voudrais remercier François Hollande de nous avoir rejoints. Sa présence est un symbole qui me touche et qui est pour l'ensemble des responsables de l'association ici présents une reconnaissance formidable. Merci, Monsieur le Président, pour ça. Et je pense d'ailleurs qu'on peut joindre à ces applaudissements le souvenir de votre première rencontre avec l'association Aurore. C'était au Grand Voisin en 2012 et nous revendiquions la fin de la politique du thermomètre et la création de places auxquelles vous avez toujours, demande auxquelles vous avez fait suite, et donc je vous remercie pour ça et je vous rends également hommage en souvenir de toute la période où, dans la vague migratoire de 2015, nous avons, avec le préfet d'Île-de-France et sous votre autorité, pris une part déterminante et importante pour ce qui concerne notre association à l'accueil des migrants. Et c'était à votre demande et c'était sous votre impulsion. Donc je vous remercie pour ça et pour avoir accepté de venir dire le mot de la fin ce soir. D'abord, bonjour à tous. J'avais promis à Pierre Coppet que je serais là ce soir. Je n'imaginais pas au moment où j'avais donné ma réponse que nous serions dans une histoire politique compliquée et pour certaines mesures inquiétantes. Si je suis là donc ce soir, c'est d'abord pour renouveler mon soutien à l'association Aurore, pour l'action qu'elle mène depuis des années, pour l'accueil, pour l'hébergement, pour le soutien, pour aussi l'accès à des soins médicaux à des personnes qui sont réfugiées ou qui sont là parce qu'elles ne peuvent plus être ailleurs. Je l'ai soutenue, cette association, comme président de la République, et je continue, autant qu'il est possible, de la soutenir comme président d'une fondation qui travaille pour l'innovation sociale, car ici, il y a de l'innovation sociale. Pas simplement par les lieux occupés, qui ne sont d'ailleurs toujours pas chauffés, mais des lieux occupés qui ont été, d'une certaine façon, investis par l'association pour justement offrir des solutions, certes provisoires, mais des solutions tout à fait humaines aux personnes réfugiées et qui ne trouvaient pas d'hébergement. Une loi sur l'immigration, une de plus, et j'aurais scrupule à dire qu'il ne faut jamais légiférer en matière d'immigration, c'est parfois nécessaire. Et j'ai dû le faire aussi comme président de la République. Après, c'est savoir sur quoi il est prévu de légiférer et pour quelles conséquences. Pour vous dire le fond de ma pensée, la seule régulation de l'immigration possible, elle est à l'échelle de l'Europe. Et le vrai débat, il n'est pas à l'Assemblée nationale ce soir, il est dans les instances européennes pour
définir enfin une politique migratoire fondée sur 3 principes. Le premier, c'est qu'il faut y trouver des solutions dans les crises qui se passent aux frontières de l'Europe et qui produisent de la migration. Ensuite, il faut des lieux pour accueillir les personnes qui sont sur nos côtes, et donc de créer des centres d'accueil. Et ensuite, il faut répartir ces réfugiés entre les différents pays européens. C'est ce que fait aujourd'hui l'Union européenne. C'est sans doute insuffisant, c'est sans doute long, mais c'est la seule politique possible. Agir sur les causes de la migration, permettre un accueil digne des personnes qui arrivent jusqu'ici, et enfin répartir les réfugiés. Pierre Coppet a voulu rappeler, je l'en remercie, ce que nous avions fait au moment où il y a eu présence de réfugiés très nombreuses dans la période 2015-2016. La France y a pris sa part, pas la part la plus importante. C'est l'Allemagne, la Suède qui ont pris, proportionnellement à leur population, la part la plus importante. Mais nous l'avons fait. Quand un texte a été annoncé sur l'immigration, il y a déjà plusieurs mois, il était présenté comme équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait une part qui était liée à l'intégration et aussi à la régularisation de personnes qui travaillent et qui n'ont pas les titres de séjour. Et puis, il y avait une autre partie du texte qui était susceptible de simplifier les procédures et de permettre des raccompagnements. Je ne sais plus où en est le texte et personne ne sait à peu près où il en est. Il a même échappé à ses propres auteurs, puisque nous en sommes à attendre le verdict d'une commission mixte paritaire et dont nous ne savons rien, sauf ce que la presse veut bien nous informer des tractations qui ont lieu en ce moment. Donc je ne vais pas commenter un texte que je ne connais pas. En revanche, il y a 2 dispositions, j'allais dire 3, qui posent un certain nombre de problèmes. La première disposition, effectivement, est sur l'aide médicale d'État. Je ne vais pas refaire ici l'exposé qui a été parfaitement présenté par le professeur, mais l'aide médicale d'État, elle s'inscrit dans un projet qui, finalement, remonte à la Libération et qui n'a abouti que très récemment à travers la protection maladie universelle. C'est-à-dire de faire que la sécurité sociale puisse être ouverte à tous, au-delà même des questions de travail. Que chaque personne, citoyenne française ou résidente française ou étrangère, puisse être couverte par une assurance sociale, en l'occurrence la sécurité sociale. Nous l'avons appelée protection maladie universelle parce qu'elle intègre toutes les situations. Toute personne résidant sur le territoire peut accéder à des soins. L'aide médicale d'État fait partie de ce processus. Et nous avions pensé que, à la suite d'un rapport qui avait été commandé à 2 personnalités, l'une de droite, l'une de gauche, si j'ai bien compris, avait fait apparaître que l'aide médicale d'État, en réalité, coûtait moins que ce qui avait été souvent énoncé, et deuxièmement, n'avait pas besoin d'être réformée substantiellement, sauf à corriger 2-3 aspects sur les modalités de soins. Et là, parce qu'il y a eu un incident à l'Assemblée nationale, puis la reprise du texte du Sénat, nous avons donc le retour de l'aide médicale d'État comme objet de négociation. Mais on ne négocie pas sur un principe. L'aide médicale d'État, c'est de permettre à toute personne d'être soignée. Il a été d'ailleurs parfaitement démontré que ce n'est pas simplement pour protéger les personnes étrangères, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Donc l'intérêt commun, c'est de permettre l'accès aux soins. Et là, il a été donc annoncé qu'il pourrait y avoir un nouveau texte qui puisse être présenté dans plusieurs semaines, dont il faudrait déjà décrire ce qu'il pourrait être.
Il a été effectivement disjoint l'aide médicale d'État du texte sur l'immigration, puisque le texte sur l'aide médicale d'État n'avait pas sa place dans le texte sur l'immigration. Mais le risque, et je crois qu'il a été bien mesuré, c'est de renvoyer dans quelques semaines une discussion sur un principe qui est un principe général de couverture de l'ensemble de la population. Le deuxième sujet d'inquiétude, il est sur ce qu'on pensait être réservé à une formation politique, en l'occurrence l'extrême droite, la préférence nationale. C'est-à-dire que de faire une distinction entre les prestations sociales selon qu'elles seraient versées à des citoyens français ou à des étrangers, c'est une entorse grave au principe d'égalité. Et c'est de laisser penser que même pour des personnes qui sont au travail, qui donc devraient avoir les mêmes couvertures, les mêmes prestations, les mêmes allocations, il peut y avoir une distinction selon la nationalité. Nous verrons bien ce que devient cette disposition, mais si elle était retenue, ce serait là un précédent extrêmement grave, puisqu'il pourrait y avoir finalement la première légalisation de la préférence nationale. Enfin, sur le troisième point, la régularisation, c'est vrai que durant mon mandat, il avait été décidé de faire une régularisation par les préfets de personnes qui pouvaient être effectivement au travail ou qui, par leur situation familiale, pouvaient justifier d'être régularisées. C'est ainsi qu'on a pu mener des régularisations, j'allais dire, au jour le jour, au cas par cas, sans être général et global comme ça avait pu être le cas en 1981, sur critères, comme ça avait été le cas au moment du gouvernement Jospin, et c'était renvoyé au préfet. À un moment, il pouvait être imaginé de ne pas laisser à l'employeur la seule initiative et donc de permettre aux étrangers de pouvoir solliciter une régularisation. Aujourd'hui, cette disposition est, semble-t-il, tombée, ce qui va rendre beaucoup plus difficile la régularisation et beaucoup plus injuste, parce qu'en réalité, nous fermons les yeux sur du travail clandestin, nous fermons les yeux sur, d'une certaine façon, un détournement de ce qu'est le droit de la sécurité sociale. Et nous laissons des personnes qui vont être au travail sans avoir de titre de séjour et qui sont exposées en plus à des mesures de QTF, de reconduite à la frontière, alors même qu'elles sont utiles à la collectivité. Voilà sur les 3 points. Je pourrais rentrer dans beaucoup plus de détails, je ne les connais même pas. Parce que c'est ça, quand même, le paradoxe. Je ne sais pas si c'était de bonne politique que de vouloir empêcher la discussion d'un texte, mais en l'occurrence, l'Assemblée nationale n'aura pas à regarder article par article les dispositions de l'éventuel projet qui sortira de la commission mixte paritaire. Il faudra dire oui ou non à ce texte. Je veux croire qu'il y aura dans la majorité un certain nombre de parlementaires qui auront à cœur de revenir sur un certain nombre de dispositions et de veiller à ce que sur l'aide médicale d'État, il n'y ait pas de remise en cause, veiller à ce que la préférence nationale ne puisse pas trouver sa place dans la législation et veiller à ce qu'une régularisation telle qu'elle était prévue au cas par cas et pour les personnes au travail puisse se faire. Est-ce que, enfin, quelle que soit la bonne législation qui sortira, ou la mauvaise qui sortira de ce processus, est-ce que ça en sera fini de l'immigration? Parce que c'est ça l'illusion qui est diffusée. Est-ce qu'il y aura moins de personnes qui se présenteront sur les côtes européennes pour accéder au statut de demandeur d'asile? Est-ce qu'il y aura moins de personnes qui voudront travailler ici? Est-ce qu'il y aura moins de personnes qui seront en demande d'hébergement? Non. Si nous ne réglons pas le problème à sa source, si nous ne faisons pas une politique européenne qui soit digne, humaine et en même temps respectueuse de règles qui doivent être connues, est-ce qu'il y aura moins d'appels d'air? Est-ce que vous pensez sérieusement que pour les personnes qui essayent
emprunter une embarcation pour franchir la Méditerranée, l'annonce qu'il n'y aura plus d'aide médicale d'État va les dissuader de venir jusqu'ici. En se disant, mais si on vient ici, on pourra ne pas être soigné. Mais elles ne sont pas soignées là-bas. Donc ce n'est pas ça le facteur déterminant. Est-ce que c'est parce que ces personnes auront su qu'elles ne pourront pas être régularisées le jour venu qu'elles ne viendront pas? Non. Donc il est très important, ou parce qu'elles ne pourraient pas avoir les mêmes allocations que les Français. Ce qui fait l'immigration, hélas, ce n'est pas une telle disposition dans notre droit intérieur. Ce qui fait l'immigration, c'est des situations internationales qui sont extrêmement graves, c'est la pauvreté, c'est la misère, et c'est aussi le manque de règles européennes pour répartir une population qui vient jusqu'ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi, qu'il ne faut pas de règles, et je serais vraiment tout à fait en contradiction avec ce que j'ai fait moi-même, ou ce que j'ai pu faire voter devant l'Assemblée nationale ou devant le Parlement. Il faut des règles. Il faut qu'elles soient comprises par tous. Il faut qu'elles soient à la fois fermes quand c'est nécessaire. Il faut reconduire des personnes qui ont enfreint les lois ou qui ont pu commettre des actes graves par rapport à l'ordre public ou qui nous ont menacés dans notre intégrité. C'est légitime. Mais il faut que, aussi, pour les personnes qui sont ici depuis longtemps, qu'elles puissent être régularisées, que les personnes qui puissent être là, peut-être pour une courte période, puissent être soignées, et enfin pour qu'il puisse y avoir des droits qui soient les mêmes pour tous dans une société qui s'est fondée précisément sur le principe d'égalité. Alors attendons de savoir, mais il se trouve qu'il y avait cette circonstance. Vous organisiez vous-même une journée sur les migrants. Peut-être était-ce déjà la réponse que vous vouliez formuler avant même que le texte ne soit connu ou ne soit livré. Mais sachez bien qu'un jour, il y aura la nécessité peut-être de refaire une loi sur l'immigration. Parce que pour tout vous dire, il y a des bonnes et des mauvaises lois. Ce n'est pas la loi qui est en cause, c'est le contenu d'une loi. La loi protège liberté, la loi peut offrir des garanties, la loi peut être ferme, mais la loi de la République doit toujours être juste. Merci.